La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, Chandler, Sûreté du Québec et Logement. Des augmentations comme de 41 000 par année. On commence des 25 000, 30, 41 000 donc ça commence à... On paye 806 000 je pense, pour la Sûreté du Québec. Ça commence à faire gros. Même mandat à Gaspé, bilan, défis et perspectives. Pour la remise en valeur de la rivière-Madeleine au niveau de son accessibilité et de sa pêche au saumon, au niveau du grand public. Je pourrais vous parler d'éducation, près de plus d'1 million investis dans nos cours d'école, 11 cours d'école. Risques et prévention, le cancer chez les pompiers. Le métier de pompier, on a 9 des chances d'avoir le cancer, 9 de plus des chances d'avoir le cancer, comparativement à la population, et 14 de plus de chances d'en décéder. Fred Lamarmotte, bénévole recherché pour la 16e édition. Il y a des personnes qui ont des connaissances démunies, journaliers, pour nous aider pendant 3 heures de temps à installer la scène, à mettre les panneaux, à tout préparer, bien ça serait apprécié. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. La construction d'unités de logement et la facture salée de la Sûreté du Québec que doivent payer les municipalités du Québec sont des sujets qui ont été abordés lors de la dernière séance ordinaire de la ville de Chandler. En effet, le maire de Chandler, Gilles Darèche, entend sensibiliser le gouvernement du Québec en collégialité avec d'autres municipalités concernant les hausses des frais de la Sûreté du Québec qui ne cessent de prendre l'ascenseur. Maintenant, un pas important a été franchi pour la construction de dizaines d'unités de logement du promoteur Han Logement avec le retrait de la servitude d'Hydro-Québec. Cela dit, le maire tient à préciser que concernant l'inscription des noms des gens intéressés à bénéficier de ces logements, cela passera par le promoteur et non la ville. Voici notre entretien au sortir de la séance. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. On a plusieurs sujets aujourd'hui en rafale. D'abord, facturation municipalité desservie par les services de la Sûreté du Québec. La facture augmente. Il y a un message à lancer. Bien, la facture augmente à tous les ans. Évidemment, c'est sur le compte de taxes c'est les factures qui arrivent à la ville. Donc, des augmentations comme de 41 000 par année. On commence des 25 000, 30, 41 000 donc ça commence on paye 806 000 je pense, pour la Sûreté du Québec. Ça commence à faire gros. On va embarquer là, on va s'unifier avec d'autres municipalités pour demander là, de regarder sérieusement ces augmentations-là pour ne plus que ça arrive, ou que ça arrive, là, ou les diminuer, ou faire en sorte que les municipalités puissent encore payer ça, parce qu'on trouve que ça commence à faire cher sur le compte de taxes des gens. Vous adressez à la Sûreté du Québec ou au gouvernement du Québec? Au gouvernement du Québec, oui. Bon, alors on essaie c'est une rencontre finalement avec ces... Bien, on va essayer de les sensibiliser. On va voir, là, cette semaine, ça va être quoi les procédures, là. Mais c'est une invitation qu'on a eue, là, de d'autres municipalités à s'unir avec eux, là, pour... Oui, parce que vous avez eu augmentation de 41 000 cette année. Absolument. C'est pas peu, quand même. C'est une grosse augmentation. On avait eu presque autant l'année passée, donc c'est pour ça qu'on est rendu présentement à 806 000 donc ça commence à faire gros, là, pour une ville de payer ces factures-là. Voilà qui est clair. Projet Han Logement. Oui. On est rendu à 56 unités, si tout va bien. Ça commence en mars. Pour 1 an de travaux. Vous avez une annonce à faire ce soir, je crois, c'est l'extinction de servitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est une servitude qu'Hydro-Québec, parce que avait pour leur courant électrique, il passait là. Donc, il fallait
tout éclaircir. Quand on dit qu'il faut que les titres soient clairs, donc il y avait une servitude d'Hydro-Québec qu'il fallait enlever. On avait la permission d'Hydro-Québec, bien sûr, donc la servitude est enlevée. C'est un pas de plus là, vers la réussite de ce projet-là. Donc, on parlait au départ de 48 logements. Maintenant, on est rendu à 56. Les travaux devraient commencer en mars pour se terminer en mars l'année prochaine environ. L'attachement est tout fait au niveau des sous, là, tout est correct. Donc, le financier est attaché. Donc, on parle d'un an de travaux. Puis, j'aimerais mentionner également que pour les inscriptions, il y a beaucoup de gens qui viennent au bureau ou qui nous appellent, qui se déplacent même pour venir nous voir, pour savoir là, quand nous, on va prendre les noms. Mais il faut dire aux gens que c'est pas nous qui prenons les noms, ça va être Anne Logement va sûrement avoir, là, ils vont nous communiquer, ils vont nous donner une adresse courriel ou un numéro de téléphone où les gens pourront appeler pour s'inscrire. Il va y avoir un comité de formé par Anne Logement également pour évaluer les demandes. Est-ce que ces gens-là vont être admissibles à ces logements-là? Donc, c'est pas nous, c'est pas la Ville qui va faire ça. Mais la Ville, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va partager les informations pour que les gens puissent s'abonner ou demander la possibilité de se loger dans ces logements-là. Et on s'attend à des demandes, on se trouve ça logique, là, parce qu'il y a une demande pour du logement. Bien, il y a beaucoup de demandes de logement. Nous, à Chandler, là, présentement, on va vous dire que en 2025, il devrait se construire alentour un peu plus que de 70 logements. Donc, je pense pas qu'ils ont vu ça là, dans les 40 dernières années, autant de logements construits dans la même ville, à Chandler. C'est beaucoup de constructions là, qui s'en viennent à Chandler. Parlons d'eau potable. Entente intermunicipale entre la ville de Chandler et Port-Daniel-Gascon pour la fourniture en eau potable. Qu'est-ce qu'il y en a en fait? Bien, le projet de Port-Daniel-Gascon, le projet particulièrement d'amener l'aqueduc et les égouts à Gascon, c'est un projet qui date de plusieurs années. Le projet est presque à terme, donc ils ont eu des bonnes nouvelles auprès du gouvernement, donc je pense qu'ils devraient sortir un appel d'offres bientôt. On est très heureux pour les gens de Port-Daniel-Gascon qui vont avoir là, de l'eau potable chez eux. J'ai vécu là pendant 12 ans. C'est un projet qui n'est pas de trop, évidemment, était très nécessaire, ce projet-là, et la Ville de Chandler va contribuer là, à amener de l'eau pour ces gens-là. Donc, on a de l'eau en quantité suffisante et puis on va pouvoir fournir l'eau pour le secteur de Gascon. Pour tout le secteur de Gascon? Oui, la Ville de Chandler, on va avoir un compteur d'eau. Ça va être organisé que l'eau qui va sortir de Chandler va être comptabilisée pour les gens de Gascon. Donc, il va y avoir des factures à ça, mais on est capable, en quantité d'eau, de fournir le village de Gascon. Intéressant. Donc, eux, ils ont réussi à avoir de l'argent pour pouvoir installer les infrastructures. Et vous allez fournir l'eau? Fournir l'eau, puis ce qui est présenté dans le projet, c'est tout à la charge du projet, finalement. La Ville de Chandler ne déboursera pas d'argent pour ça. On comprend ça. D'accord. Deux derniers sujets. Travaux à la piscine de la Polyvalente. On sait que ça appartient au centre du service scolaire René Lévesque. Ouais. Vous louez cette infrastructure qui est en réfection. Donc, le message de lancer à la population, c'est quoi? Bien, moi, j'ai parlé à M. Simon Bugeaud, qui s'occupe aussi qui est du centre scolaire René Lévesque. C'était conditionnel, les travaux, évidemment, ce que les soumissions sortent au bon prix. Évidemment, ça peut toujours sortir trop haut. On peut pas se permettre de faire des travaux, mais les soumissions ont bien sorti, donc M. Bugeaud m'a confirmé que les travaux vont se faire. Puis nous, bien, comme vous venez de dire, on est les locataires de ces espaces-là, donc ça ne nous appartient pas. Ils vont en faire des travaux. La seule chose qu'on peut faire, nous, c'est de se soustraire à ça. C'est des travaux qui devraient finir au mois d'août prochain. Donc, puis là, ça va être plus adapté pour les gens, mieux adapté pour les personnes à mobilité réduite. Je pense que là, la piscine du centre scolaire va être upgradée, comme on dit. Là, ça va être top, là, puis on va être bien content. Notre clientèle va être bien contente d'y participer. Puis on va reprendre nos activités en août, là, quand ça va être terminé. Ou en septembre. Quand ça va être terminé, quand ça va être prêt. La Seine-Rona, pour terminer, il semble y avoir peut-être un peu de confusion dans les demandes. Il semble y avoir des demandes qui sont irréalisables. Bien, on sait que la Seine-Rona, nous, avec les travaux qui étaient faits pour la Maison des aînés, là, on avait négocié avec eux, on avait réservé un 100 000 $ pour réaménager notre Seine-Rona, et ils se sont aperçus qu'il y avait du dommage au niveau de la structure, il était pourri un peu, la structure. Donc, ils ont refait la structure, ils ont déménagé la Seine, elle est maintenant sur des pieux, sur 21 ou 22 pieux, comme ça. Elle est très solide, elle est très belle, toute la structure a été refaite. Puis, on a eu un spectacle l'année passée de 3 000 quelques personnes avec qui m'ont cru. Puis, on n'était pas tassés, on n'était pas poignés là, on était correct. Puis, c'est une scène qui est sur des pieux. Donc, on ne pourra pas prendre cette scène-là et la mettre sur terrain Gaspésia, planter des pieux. On sait, on le dit, puis on le redit, on ne peut pas planter rien. C'est même difficile de planter un arbre sur le terrain Gaspésia.
comme j'ai dit tantôt, on avait planté 2 petits poteaux là, pour faire un filet de volleyball sur la plage à Chandler de la marina, et ça nous a coûté 5 000 $ en amende du ministère de l'Environnement. On peut rien faire quand le ministère de l'Environnement est impliqué là-dedans. Donc, la raison pour laquelle vous avez fait une sortie, c'est qu'il y a des demandes pour que cette scène-là soit transférée sur le terrain de la Gaspésia. Oui. L'ancienne Gaspésia, mais ça, c'est impossible à faire. Ben non, une scène qu'on pourrait mettre là, ça serait une scène, une structure genre comme un camion qui vient d'une scène que tu peux déplacer, mais c'est le minimum de 500 000 $. On parle de spectacle gratuit. Donc, ça a peut-être été une idée qui a sorti dans le temps, mais les coûts ont été évalués, puis surtout que notre scène a été refaite à neuf, donc on pense qu'on est correct là, puis que notre scène va bien servir. Merci, M. le maire. Plaisir. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté. Aujourd'hui, nous recevons M. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, pour discuter de son bilan de mi-mandat, de ses réalisations majeures et des défis à venir pour la région. Et voilà, on a présenté là, dans les dernières semaines notre bilan de mi-mandat. Donc, on est déjà à mi-chemin là, de notre mandat qui prendra fin là, à l'automne 2026. Ça nous a permis là, de faire état de nos réalisations. Vous dire qu'on en est bien fiers. Dans le fond, ça a été 2 années de travail bien occupées. 2 années de travail aussi avec des mandats importants, des mandats structurants pour la région. Et puis, il y a différents secteurs là, d'activité, secteurs économiques là, qui ont occupé précisément là, nos efforts et nos actions. On peut parler de tourisme, de culture, de patrimoine. On a aussi fait état de réalisations en santé. On a aussi parlé, bien évidemment, de nos aînés, qui est une particularité là, de notre région avec le vieillissement de la population, l'aspect démographique qui s'y rattache. On a parlé d'éducation, bien évidemment, de transport. Bref, on a fait un tour de roue quand même assez complet de nos réalisations des 24, 25, 26 derniers mois, disons ça comme cela. Si je regarde la question, une question préoccupante, une question importante aussi du mandat de notre gouvernement, la santé, et particulièrement dans le contexte de notre région, hein, où on subit là un vieillissement accéléré, plus rapide chez nous qu'ailleurs au Québec. Je suis très fier, moi, de ce qu'on a réalisé au niveau de l'urgence de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, on a revampé de fond en comble l'urgence de Sainte-Anne-des-Monts, qui en avait bien besoin, d'une part, et puis qui est très apprécié là, en termes de capacité d'accueil, en termes d'organisation des locaux, en termes de possibilité pour les professionnels de la santé d'œuvrer dans un contexte, puis dans un milieu intéressant, stimulant. Donc, très, très fier à ce niveau-là. On a fait un exercice plus ou moins similaire au niveau de l'unité d'hémodialyse de Gaspé. Donc, là aussi, un secteur important pour la suite des choses. Donc, on a revu un aménagement complet, on a rééquipé l'unité, donc très apprécié d'une part par la clientèle, bien évidemment, mais aussi par le personnel, les professionnels de notre système. Unité de courte durée en santé mentale de Gaspé aussi, qui a subi une cure de rajeunissement, dans le sens où on a créé littéralement une nouvelle unité à cette offre de service. Maison d'hygiène en Haute-Gaspésie, donc un ensemble d'infrastructures, on le voit, et de services qui sont rattachés à ça, pour un total de grosso modo de plus de près de 65 millions de dollars. Donc, on est très fiers. C'est pas peu quand même dans le contexte de nos investissements. Je vous parlais des aînés sur le territoire, une préoccupation personnelle de Stéphane en tant que député. Bien évidemment, la question des maisons des aînés, un concept qu'on a développé et pour lequel M. Legault a une très grande fierté, très grand attachement pour ce réseau-là qui se développe partout au Québec.
Rivière-au-Nord, donc Maison des aînés et alternative de l'endroit. Quelque chose d'apprécié, quelque chose d'attendu aussi. Donc, on est très fiers à ce niveau-là. Nous, on supporte nos FADOC sur l'ensemble du territoire gaspésien. Donc, là aussi, hein, la qualité de vie, faire bouger notre monde, développer des activités sociales, communautaires, culturelles. Donc, on est très fiers là, d'accompagner à ce niveau-là. Je vous parlais de tourisme, de culture, de patrimoine, un segment important de notre économie. Différents événements supportés à la hauteur, là, quand je regarde l'ensemble du secteur, plus de 55 millions d'investis à travers le secteur d'activité touristique, culturelle et patrimoniale. L'événementiel, festival en chanson de Petite-Vallée, musique du bout du monde, festiplage de Cap d'Espoir, les Perséides sur Percé. Au niveau patrimoine, église Saint-François-Xavier de Grande-Vallée, donc une restauration d'une église citée là, au niveau du patrimoine québécois. Le théâtre de la Vieille Forge, hein, tout nouveau en finalisation là, de chantier. Le centre communautaire Griffon, donc la reconversion d'une église en centre communautaire. Un projet très apprécié, un projet très structurant aussi pour la communauté. Le manoir Le Boutillier, donc refaire une beauté au manoir, un symbole là, connu, reconnu des pêches de l'histoire des pêches en Gaspésie, particulièrement sur le secteur de la côte de Gaspé. Donc, un ouvrage important qui demande aussi des travaux très spécialisés là, en termes patrimonial. Donc, je pourrais vous en faire une liste encore bien longue. Bien évidemment, la Villa Frédéric James, un joyau du patrimoine architectural québécois, un projet d'envergure, plus de 25 millions de dollars qui a été consacré à la mise à niveau, le déplacement, la consolidation et la restauration complète de la Villa Frédéric James. Très fier de cette réalisation-là. En tourisme, Exploramer, donc un projet important au niveau de la communauté. Station de mer, de montagne-sur-mer, pardon, de Mont-Saint-Pierre, donc la mise en valeur de la montagne, l'intégration avec le noyau villageois, le développement d'une programmation de services au niveau d'accessibilité de la montagne, donc quelque chose qui était dans l'air à Saint-Anne-des-Monts, ma foi, depuis près d'une vingtaine d'années, là, que les gens réfléchissaient, travaillaient à développer ce projet. Donc, c'est réalisé. On est très fiers de tout ça. Musée de la Gaspésie qui continue d'avancer, qui continue de développer sa programmation. CEPAC Rivière-Madeleine, tout nouveau projet là, qu'on a supporté, qui a été réalisé pour la remise en valeur de la Rivière-Madeleine au niveau de son accessibilité et de sa pêche au saumon, au niveau du grand public. Je pourrais vous parler d'éducation, hein, près de plus d'1 million investis dans nos cours d'école, 11 cours d'école, donc très fiers de ça, et surtout de travailler à la diversification des programmations, hein, des formations sur le territoire, conduite d'engins de chantier, très fiers. Donc, on a une carte, comme on l'appelle dans le jargon, là, permanente, pardon, au niveau de notre formation. Donc, ça regroupe l'ensemble du secteur anglophone, francophone et autochtone. Donc, on est très fiers de cette collaboration-là entre les centres de services scolaires et la commission scolaire anglophone Eastern Shore. Technique policière, tout nouveau programme dans le campus du Collège de la Gaspésie des Îles de la Madeleine. On pourrait parler de logement, un enjeu important au niveau national, un enjeu important aussi ici chez nous, plus de 32 millions hein, dans le secteur du logement, principalement par 4 projets. Habitation La Montagne au niveau du logement abordable, ici à Gaspé, 84 unités. Villa Monseigneur-Bourdage dans le secteur de la Haute-Gaspésie, Saint-Anne-des-Monts précisément, 36 unités de logement abordable, donc très important au niveau de nos familles. 14 millions en logements adaptés, donc demeure-toi au niveau de la clientèle particulière autiste, donc 12 unités milieu de vie, un projet unique au Québec, donc on est très fiers d'être associés à cela. Et puis Anne Logement qui se développe dans le secteur de Sandy Beach, secteur sud de Gaspé, où on parle de 32 unités. C'est en construction. Ça va être parachevé dès cet été. Donc, 164 unités au total. Je pourrais vous parler de services publics au niveau de l'érosion des berges avec un 14 millions d'investis sur le secteur
de la Haute-Gaspésie, principalement Sainte-Anne-des-Monts, traitement des matières organiques, caserne de pompiers à Grande-Rivière. Ce sont tous des projets qui sont allés de l'avant, qui ont été en partie réalisés, en partie initiés. Secteur des pêches, secteur très important pour lequel j'ai une attention particulière au sens où on parle de l'histoire économique de la Gaspésie. On parle d'un secteur qui est en profonde mutation, mais on parle aussi d'un secteur d'avenir pour la suite des choses. Donc, il y a beaucoup de belles choses à souligner au niveau des pêches. Et puis, on accompagne d'une part notre industrie, nos industries, dans l'adaptation, dans la transformation, dans la modernisation, la robotisation, donc l'innovation, en gros, sur le secteur des pêches. On a investi massivement dans le hub d'innovation de Mérinov à Grande-Rivière, donc un outil de développement, de recherche, de savoir chez nous applicable dans nos industries. Donc, on est très fiers de cette innovation-là. La question de la main-d'œuvre, par un soutien là, important au niveau du comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes, au niveau du développement des compétences, essentiellement numériques, parce que ce sont des réalités qui sont aussi présentes là, de plus en plus dans notre économie des pêches. Et puis, bien évidemment, des soutiens au développement, à l'innovation, à la productivité par différentes associations. Secteur des transports, donc on a dévoilé des programmations dans les 2 dernières années historiques au niveau des travaux routiers, les ponceaux sur l'ensemble du territoire. Je vous rappelle que le comté de Gaspé s'étend de Capucin, donc tout près de Capcha, jusqu'à Grande-Rivière au sud, en passant bien évidemment par la côte de Gaspé et le secteur de Murdochville. Donc c'est grand, c'est vaste, beaucoup de liens routiers. Donc plus de 129 millions de dollars investis sur nos routes en Gaspésie depuis les 2 dernières années. À travers le pont de l'Anse-Pleureuse, un pont important dont la réfection est terminée. Plusieurs ponts et ponçons de la route 299, donc là aussi, très fier de tout ça. Un secteur particulièrement problématique et important, le secteur de la côte d'Oneyou à Percé, qui fait le lien, dans le fond, entre la côte et le village. Donc, il y a tout un travail de stabilisation là, qui se fait de ce côté-là. Donc, c'est grosso modo l'ensemble de nos secteurs. Je pourrais vous parler, bien évidemment, de notre jeunesse avec les carrefours emploi, avec les maisons des jeunes. On supporte ces gens-là. Je pourrais aussi vous dire que je suis très fier de voir la présence de nos ministres en région dans les 2 dernières années. C'est des choses que j'avais entendues lors de ma campagne, que nos élus municipaux, nommément, trouvaient quand même que notre territoire ne bénéficiait pas assez de visibilité au niveau de visites ministérielles. Donc, on a saisi le message, on a travaillé avec nos collègues et puis je peux vous annoncer que dans les 2 dernières années, ce sont plus de 17 ministres qui sont venus sur le territoire du comté de Gaspé, essentiellement rattachés aussi à des annonces ministérielles. Donc, voilà le lien qu'il faut faire derrière la présence de nos ministres. Donc, le ministre de l'Habitation, la ministre de l'Habitation, la ministre du Tourisme, le ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation, la ministre de l'Économie, la ministre de la Région, bien évidemment, le ministre de la Culture, la ministre des Transports, notre premier ministre, M. François Legault, à 2 reprises. Donc, là aussi, une belle brochette de visites ministérielles qui, comme je le disais d'entrée de jeu, là, était principalement associée aussi à des annonces. Donc, très fier, comment vous dire, prêt pour la suite des choses. On est dans la 2e partie de notre mandat. Puis, peut-être pour finir sur le bilan, une fierté particulière, quand je regarde le déroulement, là, puis la finalité de notre enjeu au niveau de la carte électorale, de protéger notre comté en termes de représentativité à l'Assemblée nationale, bien évidemment, j'ai une fierté particulière pour le dossier de la carte électorale. Donc, je vous rappelle qu'on a, par une loi, on a mis fin aux travaux de révision de la carte dans l'optique de revoir la totalité du processus en termes de critères à retenir. Et puis, on devrait là, être en mesure de s'assurer du maintien de la carte telle qu'on la connaît pour l'élection de 2026. Donc, je suis très fier d'avoir participé, contribué au maintien de notre comté qui était menacé par les règles de révision de la carte électorale là, d'être supprimé, de disparaître. Donc, voilà, je suis très fier de tout cela. Fait que grosso modo, en termes de bilan, ça pourrait ressembler
à cela. En tout cas, merci pour ce survol. J'avais quand même quelques questions par rapport aux défis justement actuels et les perspectives futures. Oui. Je me demandais, je vais prendre peut-être 3 points plus importants parce que dernièrement j'ai fait des entrevues beaucoup avec ces sujets-là. Le chemin de fer, dernièrement il y avait la coalition du retour du train qui parlait d'essayer de faire quelque chose avant que ça soit fait jusqu'à Gaspé. C'est quoi votre position là-dessus? Je vous dirais qu'on se concentre, toutes les énergies du côté gouvernemental là, sont vraiment consacrées à la réalisation de notre mandat au niveau de la réhabilitation du chemin de fer. Donc, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'enjeux en termes de fournisseurs de services, en termes d'échéanciers, en termes de budget. Donc, on est à finaliser, dans le fond, le dernier tronçon numéro 3, qui relie essentiellement Gaspé sur Port-Daniel. Donc, un tronçon aussi qui demande des investissements là, majeurs, plus de 500 millions de dollars. Donc, ça, c'est l'objectif premier parce qu'on peut imaginer bien des scénarios au niveau du retour du système de transport ferroviaire. Encore faut-il s'assurer que le rail et ses nombreuses infrastructures-là soient au rendez-vous. Donc, ça, c'est notre enjeu numéro 1. On y travaille à tous les jours. Ça va très bien. Et puis, on aura là, une rencontre de travail d'ici la fin du mois avec le comité de suivi là, du chemin de fer de la Gaspésie pour s'assurer que tout est sur les rails, si vous me permettez l'expression, pour la suite des choses. Pour ce qui est de la question du train de passagers, puis j'ajouterai à ça aussi de la question du cargo, parce que ma priorité aussi, puis ma réflexion porte sur l'usage du rail une fois que ce dernier sera réhabilité. Donc, on voit bien évidemment le retour du train passager comme une très bonne nouvelle, puis un incontournable. On a quelques groupes là, de travail sur le territoire qui s'y adonnent de façon régulière. Je comprends qu'il faut se préparer en conséquence. On accompagne dans la mesure du possible là, ces gens-là dans leurs travaux, dans leurs réflexions, dans leurs actions. On les salue aussi pour leur engagement à ce niveau-là. Et puis, la porte est toujours ouverte là, pour discuter, pour accompagner, pour poser des gestes dans la mesure où ça n'arrive pas là en contradiction avec notre engagement qui est la réhabilitation du chemin de fer. Donc, moi, je salue là, toute action là, qui fait en sorte qu'on voit venir les choses, qu'on s'y prépare et puis qu'on travaille là, à identifier des solutions. C'est une très bonne nouvelle. Alors, en ce qui concerne, je sais qu'on parlait beaucoup de la vieillissement de la population et ça amène aussi, je pense, à un impact qui est celui de la main-d'œuvre et de l'emploi, les défis en matière dans la circonscription. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place justement pour essayer de pallier à cette crise? Vous dire d'abord que je pense qu'il faut saluer, souligner le travail qui se fait autant par des organismes comme Place aux jeunes, qui est vraiment là dans une dynamique où on cible des situations particulières en termes d'opportunités de marché de l'emploi, où on est en contact avec différentes perspectives là, au niveau de nos jeunes dans des retours en région. Donc ça porte ses fruits. On le sait, la Gaspésie est très attractive auprès nommément des jeunes, mais aussi auprès des gens qui ont une expérience, une feuille de route intéressante et qui seraient peut-être intéressés à venir terminer, dans le fond, le dernier tour de roue au niveau de la carrière sur le territoire gaspésien. Donc, c'est vrai en santé, c'est vrai en éducation, c'est vrai aussi au niveau de d'autres types de secteurs économiques de notre région. Il faut demeurer proactif dans cette dynamique-là. Il faut s'assurer aussi que la question de l'offre de services publics, des missions de l'État, donc la question du logement est en lien avec le retour de nos gens, tant nos jeunes que de nos moins jeunes, disons ça comme ça, de nos gens d'expérience. La question aussi de nos capacités au niveau de nos écoles de recevoir, d'accueillir potentiellement des nouvelles familles, d'être capable aussi de, bien évidemment, constituer des classes et puis avoir des professionnels de l'enseignement. Ça, c'est un enjeu, donc il ne faut pas baisser les bras à ce niveau-là. Bien évidemment, le système de santé aussi qui est impacté d'une façon ou d'une autre, les garderies au niveau des nouvelles familles. Donc, on voit que c'est une chaîne, c'est une chaîne qui est interreliée. Chaque maillon est important. Donc, il faut avoir une bonne vision
vision globale de l'ensemble des enjeux. C'est ce qu'on travaille avec nos partenaires au niveau du logement, au niveau des services de garde, au niveau du marché du travail aussi. Donc, il y a là une belle concertation dans le milieu, il y a là une belle lecture globale aussi de nos enjeux. Je souligne aussi le travail de nos municipalités là, qui sont très en lien avec ces organismes-là et très en mode solution pour s'assurer que nos stratégies soient les mieux adaptées possibles. Donc, on continue ce qu'on a commencé dans les 2 dernières années sur l'ensemble du secteur en fonction des enjeux bien précis du marché du travail et en fonction aussi de faire évoluer nos entreprises tantôt vers plus d'innovation, plus de robotisation, parce que ça fait aussi partie de nos réalités. Nous devons être plus productifs, nous devons voir les choses différemment, pas juste du point de vue d'une main-d'œuvre disponible, mais aussi d'une capacité de faire les choses différemment. Et ça veut dire du support en entreprise, ça veut dire des investissements à travers des secteurs innovants. Et puis ça, soyez sûr qu'on est au rendez-vous à ce niveau-là aussi. Justement, une question qui a trait avec justement le support aux entreprises ou l'énergie éolienne qui pour le secteur de Gaspé a aussi une part vraiment importante sans forcément entrer dans les détails de la crise qu'a traversée LM Wind Power dernièrement. Oui. Comment est-ce qu'on voit l'avenir? Est-ce que des possibilités de parc ou de travail pour ça? Ben, comme vous le dites, sans nécessairement revenir sur une période plus difficile, on comprend que avec les récentes perspectives là, annoncées tant par Hydro-Québec que par le gouvernement du Québec au niveau des chantiers énergétiques à mettre en place sur l'ensemble du territoire québécois, plus que jamais, les choses sont prévisibles au niveau de nos besoins, au niveau de nos dans le temps et dans l'espace, comment on peut imaginer mettre à profit chacune de nos composantes là, en termes d'énergie verte, pardonnez-moi, tant au niveau hydroélectrique qu'éolien et ultimement solaire aussi, parce que je suis convaincu qu'il y a des gains à faire à ce niveau-là à moyen et long terme. On va parler de solaire aussi sur l'ensemble du territoire québécois. L'idée, c'est de rendre les choses les plus envisageables possibles, les plus réalistes possibles. Donc, on est en lien, là, quand je dis on, la filière gouvernementale, au niveau de l'économie, de l'innovation, au niveau d'Hydro-Québec, est en lien avec les acteurs de la filière. L'Alliance de l'énergie de l'Est fait un beau travail aussi en termes de concertation, de fédération des acteurs à ce niveau-là. C'est très important. Donc, on souligne ce travail-là aussi. Et on voit des opportunités qui se présentent. On voit aussi que les choses deviennent de plus en plus concrètes au niveau de notre investissement à l'Est. Sur le territoire pour faire en sorte d'augmenter la capacité de distribution, de transport d'électricité. Ça va avoir un impact à moyen terme et long terme sur le goulon d'étranglement du secteur de la Gaspésie. Donc, on a annoncé des investissements majeurs dans le BSL qui vont permettre à la Gaspésie d'être dans une deuxième phase, de venir augmenter sa capacité de transport énergétique. Nous sommes au début là, prochainement du renouvellement de nos parcs sur l'ensemble de la péninsule. On se rappellera que le berceau éolien au Québec, on le doit à la Gaspésie. Donc là, on arrive à la fin de vie de nos parcs. Donc, il y a des investissements importants à faire là aussi. Et quand on regarde l'ensemble de la demande potentielle de nos chantiers pour atteindre nos objectifs, on parle pratiquement de doubler la production d'Hydro-Québec à l'intérieur des 25-30 prochaines années, c'est quand même pas rien. Ce sera assurément le plus gros chantier économique de l'histoire du Québec. Donc, il y a là, je pense, suffisamment d'intrants et puis de perspectives intéressantes pour nos entrepreneurs, nos filières, nos acteurs au niveau industriel, d'une part pour s'intéresser à ce qu'on propose et de s'organiser en conséquence. Donc, on est là pour les accompagner à travers différents programmes, différents ministères. Ces gens-là
secteurs-là sont bien connectés ensemble, si vous me permettez l'expression. Et puis, ben voilà, moi, j'ai de grandes ambitions pour la Gaspésie au niveau énergétique. Je crois sincèrement en notre capacité d'être au rendez-vous en toute l'expertise qu'on a développée ici dans les 20-25 dernières années. On va mettre ça à profit. Et puis, je suis pas inquiet là, pour la suite des choses, malgré les enjeux au niveau de l'échéancier, malgré le fait que, bon, je ne vous cacherai pas aussi que ce qui se passe à la frontière du sud canadienne est préoccupante, mais on y travaille, on est fin prêt là, pour amorcer ces chantiers-là dans les années à venir. Donc, on est très sensible d'une part, aussi très confiant. Je voulais terminer avec cette question-là qui avait un volet un peu plus international justement, avec quelques annonces qu'on a déjà entendues du futur président des États-Unis justement qui pouvaient peut-être avoir un impact sur des produits à l'exportation et la Gaspésie quand même au niveau de la foresterie, de ses pêches et même de son énergie et dont l'éolien pourrait avoir un certain impact. Est-ce que vous êtes un peu en train de travailler un peu dans ce sens-là ou comment est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'on doit se préparer à quelque chose qui pourrait modifier un petit peu notre économie? Je pense que c'est important que vos auditeurs et auditrices comprennent que le gouvernement du Québec a créé là, une cellule dans la dernière année pour se préparer au niveau de l'arrivée potentielle et depuis officielle là, de M. Trump à la tête des États-Unis. Donc, l'ensemble des ministères, tantôt économiques, tantôt de ressources naturelles, l'exportation, l'innovation, la main-d'œuvre, sont en situation de cellule et on travaille différents scénarios. On regarde les possibilités du côté du gouvernement du Québec. On regarde en termes de stratégie comment on va devoir travailler ces éléments-là. Il y a une dialogue, une concertation avec l'ensemble des provinces canadiennes, ce qui est nécessaire, je pense. Notre côté, il faut faire front commun devant cette menace économique, tarifaire. Et puis, on est, oui, depuis peu là, en situation un petit peu plus vulnérable depuis l'annonce du départ de M. le Premier ministre Trudeau, mais ça ne nous empêche pas, dans le fond, de serrer les coudes, de travailler et aussi d'être proactif. Moi, je pense que la clé du succès est là. Il faut être proactif sur les différentes stratégies à mettre en place. Et puis, c'est ce que le gouvernement du Québec fait depuis une année maintenant. Et puis concrètement, bien, ce que ça veut dire aussi chez nous, c'est à l'intérieur des ressources naturelles. Donc, la forêt est un secteur susceptible d'être touché par de telles mesures. La question de l'énergie, vous l'avez mentionné, là aussi, c'est préoccupant. La question de nos produits marins, essentiellement le crabe des neiges, qui est une espèce quand même qui bénéficie beaucoup là, de l'ouverture du marché américain. Donc, c'est des éléments importants. C'est des éléments qui forcent aussi la réflexion. Et ultimement, je pense que on va trouver des moyens, des solutions. Et puis, au final, l'industrie, nos industries, le gouvernement du Québec, l'ensemble de l'économie va sortir plus forte parce que quelque part, cette année de crise aussi, souvent qu'on revoit des éléments structurants de notre économie. Puis c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on va essayer de faire devant la menace des tarifaires de M. Trump. Mais on y travaille et puis on est confiant d'arriver à des solutions les plus gagnantes possibles de part et d'autre de la frontière. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction. Alors, la 16e édition du Jour de la Marmotte s'en vient à grands pas et nous allons en parler avec son fondateur pour le Jour de la Marmotte de Val-d'Espoir, Roberto Blondin. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Donc, 16e édition,
Comment se passent les préparatifs? Ben écoutez, hein, c'est comique, hein, puis il y a un peu de réalité là-dedans. Là. Avant le 2 février, il y a tout le temps un vortex polaire qui descend. Remarquez ça, là, à la fin janvier, ça fait 16 ans que je fais le jour de la marmotte, ça fait 16 ans que 2-3 jours ou une semaine avant la marmotte, là, on a des froids terribles, puis c'est encore cette année de même. Là. Fait que on se prépare dans le froid, mais on se prépare quand même, ça va bien. 16 ans qu'on a pensé à ça, qu'on a réalisé ça à Val-d'Espoir avec une équipe sensationnelle, qu'on a monté avec vous, la télé Rocher de Percé. Vraiment, là, la qualité de l'image, la diffusion qui se promène à travers le Canada, le Québec, tout le monde cogne à votre porte pour avoir les images, c'est vraiment spécial. Puis c'est là, le nerf de la guerre, c'est là, parce que on réussit de capter l'attention 2 minutes de temps à travers le Canada. Puis qui parle de la Gaspésie, qui parle de notre région, que ça reste en tête, que la marmotte du Québec est en Gaspésie. Puis tous les Gaspésiens, tu sais, vous savez que les Gaspésiens, là, dans les grands centres, ça a été la première immigration, ça. Ça a été, avant de faire venir des immigrants en masse, les immigrants venaient toutes des régions. Tu sais, on dit des immigrants, mais c'était des Gaspésiens. Tu sais, je travaillais avec un gars de Passepébiac, puis sûrement que vous connaissez l'accent de Passepébiac, là. C'est quand même un accent à prononcer, puis on travaillait sur la construction ensemble. Puis il disait aux Montréalais, si ça n'aurait pas été des Gaspésiens, Montréal serait encore ses footings. Ça fait que c'est un peu ça, c'est le domaine de la construction, c'est plein de Gaspésiens. Ça fait que c'est un peu ça, que ce soit à Montréal ou à Québec, les Gaspésiens qui sont là sont fiers de parler de la marmotte. Des fois, ça me touche parce que quand ils descendent en vacances au mois de juillet, je rencontre tout le temps quelqu'un qui a une anecdote qui, sur une job ou sur une compagnie, il l'appelle la marmotte parce que tu viens de la Gaspésie. C'est à peu près tout le temps la même affaire, là. Mais ils me comptent ça fait qu'ils ont un attachement. Puis pour notre région, c'est une visibilité incroyable. Puis la qualité d'image que vous donnez fait en sorte que ce 2 minutes-là, là, en termes de visibilité et de publicité, là, il vaut de l'argent. On n'a pas d'argent, mais il vaut de l'argent. Ben, depuis 16 ans, Val d'Espoir est quand même montré à cette heure, justement, à la grandeur du Canada. Et même des États-Unis, on s'est fait, on s'est fait connaître par là aussi. Là. Oui, bien sûr. C'était vraiment, quand que Fred est mort de sa belle mort, c'était vraiment, là, ça a fait le tour pratiquement du monde, parce qu'on a eu, j'ai une amie, Renée, qui est avec nous, Renée Laurando, là, qui a fait des recherches partout, là, puis en Grande-Bretagne, en France. Oui, ils en ont parlé jusque-là. Oui, ça a parlé jusque-là, parce que c'était comme la marmotte qui est morte au Canada. Oui, il disait le Québec, il disait la Gaspésie, mais les autres, ils pensaient au Canada. Il y a une marmotte qui est morte au Canada. Fait que ça a fait le tour. Puis les Français, là, c'est toujours... ma cabane au Canada, là, sont tout le temps impressionnés de ça. Fait que non, ça a été... puis on voit les retombées aussi, je pense, par Gaspésie. Je pense qu'au niveau de la... Tu sais, j'aime à dire aux industries touristiques, on parle de la Gaspésie, on parle de Percé, le 2 février, en plein temps où le monde commence à penser à prendre leurs vacances. C'est comme un verre d'oreille. Pendant une journée de temps, il parle de la Gaspésie. Tu sais, quand tu te lèves le matin, là, à 5 heures du matin, puis tu as une chanson en tête, on appelle ça un verre d'oreille. Hein? Ouais. Puis toute la journée, que ce soit le matin à 5 heures, salut, bonjour, tu t'en vas dans... Je pense qu'on est rendu avec une 40aine de stations de radio, des bonnes et des moins bonnes, puis qui diffusent ça. Le verre d'oreille se continue. Puis quand tu es rendu au bureau ou à l'achat pour un chantier de construction, ils parlent encore de la marmotte de la Gaspésie. Le verre se continue, puis on ferme le téléjournal le soir avec la prédiction de Fred. Fait que le verre d'oreille dure toute cette journée-là qui parle de la Gaspésie. C'est quand même assez important, là. Parler à du monde qui place de la publicité, là. Puis je serais curieux de voir, moi, comment ça vaut cette partie-là au niveau de la visibilité puis de la promotion de la Gaspésie. Puis c'est notre marmotte, il s'appelle Fred, c'est un siffleur qu'on appelle.
mais il remplit très bien sa job. Ce serait intéressant à savoir, ça. Oui. C'est la 16e édition, ça fait 16 ans que ça a été mis en place. Un petit rappel, peut-être, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est arrivé attends un petit peu, là, 16 ans, ça veut dire que c'est en 2009? 2010. Oui, 2010. En 2010, on est arrivé, ou peut-être en 2009, le temps de penser à ça. Ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans à travailler et mettre en place ça. Quand j'ai eu l'idée, je me rappelle, je travaillais là-dessus, que je descendais les fins de semaine, puis j'avais pogné ça en arrivant chez nous vers 5 heures du matin. Là. La marmotte, il montrait la marmotte de la Pennsylvanie, Phil, qui était célèbre. Tu avais la marmotte de la Nouvelle-Écosse, puis tu avais l'autre marmotte, c'était en Ontario, l'albinos. Puis là, il parlait de ça, puis j'ai cliqué quand ils ont dit il y a une marmotte par État américain ou par province canadienne. Là, j'ai commencé à chercher, il y en a-tu au Québec? Mais du temps que je l'ai pensé, puis qu'au printemps, j'ai commencé à convaincre le monde que j'attrape une marmotte, d'avoir le permis. C'est toute une affaire d'avoir un permis. Là, ça doit pas. Ah oui, parce que moi, je me rappelle quand j'étais à Turner, j'étais un peu naïf. Je vais aller au ministère de la Faune à Turner, le bureau, puis là, j'ai dit, j'arrive, puis je dis, c'est parce que j'aimerais avoir un permis pour une marmotte. Puis là, le monsieur, je ne sais pas s'il va se reconnaître, mais il m'avait dit, t'as pas besoin de permis, t'as avoué, t'attires. D'abord que c'est pas proche. Lui, dans sa tête, je voulais avoir un permis pour tuer une marmotte. Parce que j'avais une marmotte sur mon terrain. Ça fait que t'as pas besoin de ça. T'as avoué, t'attires une petite 22, puis finir là, pas proche des enfants. Puis quand je dis non, je vais avoir un permis pour garder une marmotte pour faire un événement. Et là, c'était plus la même affaire. Là, je t'ai rendu quasiment au premier ministre pour avoir un permis pour avoir une marmotte en captivité pour pouvoir faire l'événement. C'est toutes des anecdotes de même qui font en sorte que la deuxième année, ma marmotte a été élevée. Puis là, je m'en rappellerai, j'ai fait le premier événement en 2010 qui a emporté... tout le monde a été un peu sceptique. Hein, tout le monde disait, voyons donc, Roberto, tu vas sortir une marmotte. Puis vous allez voir, ça va marcher. Pourquoi qu'on ne prendra pas notre place? Puis pourquoi qu'on ne dirait pas que c'est la marmotte du Québec qui est en Gaspésie à Val-d'Espoir? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fait, puis ça va être nous autres. Puis ça avait fait... Boum! Ça avait attaché pas mal de radio, pas mal de télé. Puis là, de plus en plus, comme je te dis, avec la qualité de l'image qu'on donne, là, on va chercher encore plus large. Puis Puis on est une bonne équipe, là. Puis dans ce temps-là, ce qui était le fun, c'est qu'on avait l'église. C'était vraiment comme magique, là. Ça se passait en avant de l'église. Quand tu rentrais à l'église, tu avais toutes les dames des fermières, le monde qui préparait les crêpes. Tu avais un musicien, dans ce temps-là, c'était avant la pandémie, tu avais les enfants qui venaient en autobus, tu avais comme c'était bigénérationnel, c'est que tu avais autant les enfants que les parents puis les grands-parents qui venaient. C'était vraiment magique, là. Puis, tu sais, il y a du monde qui partait de Gaspé, de Carleton, de partout. Encore, là, ça se fait encore, là, mais les premières années, c'était vraiment magique avec l'Église. Là, avec ce qui se passe à Val-d'Espoir... il y a des petits changements, là. Oui, il y a des changements parce que vous savez que l'Église à Val-d'Espoir a eu un feu. Puis là, elle va être réparée ce printemps. Ils sont à prévoir avec les assurances comment ils vont la réparer et de quelle façon. Fait que cette année, on fait le déjeuner comme l'année passée à la salle communautaire, mais juste aux côtés de la salle communautaire, ce qui est l'école de permaculture de Val-d'Espoir, où ce que tu rentres à la bibliothèque, le stage va être là. Ça fait que ça va être collé pareil, ça va être très beau. Le stage va être là avec l'animation, va se faire là. Ça va être super beau. Puis on va avoir toujours la même vue sur le soleil qui va se lever. On est dans la même... En tout cas, de niveau, on est toujours à la même place. Fait que la prédiction, elle va pouvoir se faire toujours à la même heure, d'ailleurs. Ah oui. Mais je pense, tu sais, ça prend du changement. Tu sais, ce qu'on a pensé, là, 16 ans, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir avoir du changement, apporter des nouvelles choses, mais c'est terriblement dur de dire, si ça se passerait à 5 heures de l'après-midi, je pourrais dire, on part de 5 heures, puis on roule ça jusqu'à minuit, tu sais. Mais là, c'est quasiment, c'est spécial, là. Tu te lèves
à 5 heures du matin, tu habilles tes enfants, tu t'en vas vers une marmotte, tu participes à une tradition qui fait en sorte que la Gaspésie est vue de partout. Puis c'est important que vous êtes là, c'est très important, là, parce que c'est ça qui fait que le monde dit « Hey gars, il y a un petit village en Gaspésie où tout le monde les appuie pour le jour de la marmotte. » Puis après ça, ben, tu manges tout ça, mais c'est quand même, tu te lèves quand même à 5 heures du matin pour aller voir une marmotte, mais ça fait partie de l'ensemble là, pas du trailing, mais comment tu pourrais dire ça, de la façon de faire. Là. C'est une tradition. C'est une tradition. Puis je pense que ça va être encore très spécial cette année. On va faire le monde de Val-d'Espoir sont prêts à vous accueillir. Le déjeuner, c'est la salle communautaire de Val-d'Espoir qui fait. Ils ont des bons bénévoles, ils font des bonnes crêpes, tout ça, le café. À l'extérieur, on va avoir la scène, les enfants. Puis c'est important ce que je vais vous dire. C'est important que vous emportez vos enfants. C'est important que vous emportez vos enfants voir cette chose-là. Parce que j'ai des enfants, j'ai resté surpris l'année devant. Il y avait une personne, une adolescente qui était là devant de la scène. Puis je me dis, voyons donc, elle était quand même, elle avait comme 16 ans, j'imagine, elle était quand même assez grande. Puis par curiosité, quand j'ai fini, j'étais à voir, puis cette fille-là, parce que ça fait 16 ans qu'on le fait qu'elle était en 4e année, elle est venue en 5e année, elle est venue en 6e année. Puis pour ça, quand elle a été à Pogonante, sa mère a continué à l'emmener. Puis là, elle était rendue à 16 ans. Puis elle venait encore parce qu'elle dit, moi, j'aime ça, c'est une tradition, je me lève le matin. Puis bien, tous ces enfants-là qu'on a habitués, tu sais, une tradition, qu'est-ce que ça fait que c'est une tradition? Parce que ça se perpétue. C'est que les parents emportent les enfants, puis plus tard, les enfants vont aller avec leurs enfants ou vont emporter des amis et venir voir. Fait que c'est un peu ça, la tradition qu'on a emportée, nous autres, là, à Val-d'Espoir. Puis pour l'ensemble, moi, je parle de Val-d'Espoir, mais c'est pour l'ensemble de la MRC Rocher de Percé, là. Ça nous distingue de bien des MRC, là. On a quelque chose qui est vraiment unique au Québec, puis on l'a dans notre MRC Rocher de Percé, là. Puis c'est grâce à du monde qui ont cru. Oui, j'ai eu l'idée. Oui, j'ai eu le concept. Mais j'aurais rien pu faire tout seul. C'est la population qui n'a pas été derrière toi. C'est la population, c'est l'encouragement. C'est l'encouragement que nos commanditaires donnent parce que le déjeuner, vous payez quelques dollars, mais toute l'organisation à l'extérieur, c'est tout gratuit. Donc, ça nous prend des commanditaires pour faire ça. Ça nous prend des commanditaires. Puis, lui que je nomme à chaque année, puis je suis assez fier de le nommer parce que, comment je pourrais vous dire? Uniprix Percé. Laurent Carbonneau-Lebeau avec Frédéric Méthode-Pinel. Mais Laurent Carbonneau-Lebeau, au tout début, ça fait 16 ans qu'il est avec moi. Puis à chaque année, il m'encourage. J'ai même pas besoin d'y demander, il m'appelle. Roberto, je suis là encore cette année, tiens. C'est pas, ce gars-là, c'est pas, oui, c'est un commerçant, oui, mais c'est plus que ça. Ce gars-là tient à sa communauté, tient à sa clientèle, il trouve que ça apporte tu sais, des fois, le 2 février, là, après les fêtes, le monde a un peu le blues. Parce que les factures commencent à rentrer. Ils ont un peu le blues par avoir cette activité-là qui fait sourire le monde le matin. C'est pas tout le monde qui est là, mais il y a du monde qui l'écoute. À Salut Bonjour, ou à la radio, partout. Là. Tu sais, il l'écoute quand même. Fait que si à chaque année, il est là, il m'encourage, puis, tu sais, je tiens à remercier Laurent Carbonneau-Lebeau puis Frédéric Pinel-Méthode, parce qu'ils sont là pour m'encourager, puis c'est bien apprécié. Là. L'argent qu'ils me donnent, ça me permet de faire de la publicité, de préparer mon stage, de nourrir Fred, parce que, tu sais, le Fred, quand il se réveille, quand il se réveille, là, le 2... Pas le 2 février, mais à fin mai, là, il ne mange pas du Kraft Dinner, lui. Là. Il mange des carottes, du blé d'Inde qui vient des États-Unis. Je ne sais pas s'il va y avoir un embargo là-dessus, là, mais il vient des États-Unis. Fait que là, il faut que tu lui donnes des forces. Il faut que lui, là, il a été tout l'hiver à se priver. Là. Il s'est juste nourri de sa graisse intérieure. Fait que tu lui donnes du blé d'Inde, des carottes en masse pour qu'il est capable de se remonter et être fort. Là.
Ça, c'est tous ces commanditaires-là. On va commencer cette année par Mme Diane Le Boutillier, notre députée ministre. Elle participe. Il y a Stéphane Sainte-Croix, le député caquiste, qui participe en tant que donateur. C'est très important, là. Il y a la MRC Rocher-de-Percé qui participe aussi. Tu as la ville de Percé qui nous aide au niveau... ils nous donnent une commandite, puis ils nous aident aussi au niveau de l'ouverture de la cour. Ils vont nous aider cette année en nous pensant des panneaux pour faire quelques affaires, là, puis ça va être super. On a besoin des autres. On a même la ville de Grande-Rivière qui participe. Elle a participé l'année passée. Elle participe encore cette année. Tu sais, Ken puis la marmotte, Ken Moreau a commencé en même temps que moi. Les premières années, là, il était avec moi, Ken. Ça fait 16 ans de ça. Là. Il était professeur dans le temps. Il a commencé avec nous autres. Puis Ken, cette année, il va animer, là, en plus. Tu vas avoir Rémi Cloutier qui va animer, qui va avoir une partie, puis Ken Moreau qui va avoir une autre partie au niveau de l'animation. Ken, il fait partie des meubles. Puis, tu as aussi... tout ce qui est station de radio, parce que les stations de radio, oui, ils nous chargent, mais oui, ils nous commanditent aussi, parce que si on arrive 1000 spots publicitaires de 30 secondes, ça vaut de l'argent, ça fait qu'on paye une mini somme là-dessus. Fait que t'as Bleu FM, t'as CHAUTV, t'as CHNC, puis, tu as Radio Gaspésie, puis c'est important de les avoir, là, parce que ça fait en sorte qu'on a une visibilité cette journée-là. Là, tout le monde sait, là, à travers la Gaspésie, que ça se passe à Val-d'Espoir, dans la MRC Rocher-de-Percé, dans la ville de Percé. Puis, après ça, on continue fort. On a parlé tout à l'heure du décès de Fred, là. La marmotte, cette année, tu nous rassures, elle est en bonne santé? Je peux pas vous dire. Non, oui, elle est en santé. Je suis en santé, puis parce que le monde pense que je suis menteur un peu, parce que quand c'est arrivé l'événement, c'était comique, parce que quand c'est arrivé l'événement, je savais qu'elle était morte. Là. Mais il ne fallait pas que je le dise. Fait que les journalistes, avant l'événement, ils me posent en entrevue, puis Fred, comment ça va? Il va bien, Fred, il est prêt à faire la production. Mais il ne fallait pas que je le disais avant l'événement, il fallait que je le disais. Sans ça, les journalistes sont répartis dans une autre direction. Il fallait que tout le décorum se fait, que le monde embarque sur la scène, puis c'est là que je dis qu'il est bon. Puis je remercie ma conjointe, Muriel Chat, qui a eu l'idée qu'elle trouvait un enfant avec un chapeau de marmotte, puis qu'on a trouvé l'ancien toutou marmotte. Puis qu'on a mis ça dans les mains de l'enfant, puis j'ai levé l'enfant. Tu sais, t'es témoin de ça. Ça a eu des retombées partout. Aux États-Unis, c'est quel show? C'est quel show qui nous avait appelé? Late Show. Il y a un mot avant, mais je me rappelle pas c'est quoi. Tu sais, le Late Show, là, c'est quand même 40 millions là, de vues. Là, tu sais, je veux dire, tu sais, son audience, c'est énorme, ça. Là. Puis... ils ont ri un peu de nous autres, mais quand même, ils ont pris la plaine, t'es au courant, ils nous ont rappelé. Ils nous ont rappelé un peu pour s'excuser, en disant, c'est vrai qu'on a ri un peu de vous autres, mais aussi pour offrir un vrai chapeau haute forme au petit gars qu'on avait pris, le garçon Isabelle Boisvert, qu'on avait pris, puis c'est pas un chapeau qu'ils ont pris de Dolorama, là. C'est arrivé dans une boîte de chapeaux, puis c'était un chapeau de feutre, un vrai chapeau de feutre. Puis ils nous ont dit qu'ils parleraient de nous autres à chaque année. Fait que c'est quand même spécial. C'est quand tu l'as su que Fred était décédé? Tout simplement. Moi, je me lève, je dors pas. Ça fait que, là, quand c'est fini, là, je finis les tests, tout ça, vers 10 heures. J'arrive chez nous, je me couche 1 heure ou 2, je me lève à peu près 1h30, je me prépare, puis là, je m'en vais voir Fred, faut que je le sors, je le flatte, puis tu vois les yeux. Les yeux sont comme dans la crise de bine, je le flatte, puis à un moment donné, oups, il revient, là, il fait son show. Moi, ce qu'il me conseille, c'est quand il a fait son show, j'arrive pour le recoucher, il a toujours dû manger puis de l'eau. Fait que s'il a gaspillé un pourcentage de graisse, il va la reprendre là, mais de toute façon, après le 2 février, à chaque semaine, je vais mettre de la nourriture puis de l'eau.
Fait que ça fait en sorte que s'il vient qu'à se réveiller, parce qu'une marmotte, quand vous voyez une marmotte sur le banc de neige au mois de février, là, c'est pas parce qu'elle veut voir son ombre. C'est parce qu'elle n'a pas assez accumulé de graisse. Puis là, elle se réveille par la faim. Parce que elle, quand elle n'a plus de graisse à consommer comme un ours, ben là, elle s'ouvre les yeux et elle dit « j'ai faim ». Ça fait qu'elle sort dehors, puis c'est là que des fois, tu vas voir une marmotte qui est sur un banc de neige, le printemps de bonne heure. Puis tu vas dire, moi, je comprends pas pourquoi elle est déjà sortie, c'est plein de neige. Parce qu'elle a pas assez accumulé. Moi, c'est pas le cas. Quand les dernières semaines, Fred mange une poche de blé d'Inde. C'est juste du gras, c'est une boule de gras quand je le couche. Je vais le prendre dans mes mains, puis les doigts rentrent dans la graisse. Fait que lui, il est bon pour... je pense qu'il serait bon pour passer deux hivers en hibernation, là, ça ne le dérangera pas. Donc finalement, tu t'en es rendu compte pendant la nuit, le matin même. Le matin, quand j'ai arrivé, puis je l'ai réveillé, puis je dis, mon Dieu Seigneur, parce qu'il est tout le temps froid, là, il est en hibernation. C'est comme un steak que tu prends dans le congélateur, là, il est froid. Puis à un moment donné, il commence à prendre tranquillement, pas que tu le brusses. Là, il commence, tu le flattes, là, il te regarde. Tranquillement, ça prend à peu près 3 heures avant qu'il revienne, lui, tranquillement. Fait que là, c'est là que je me suis aperçu qu'il était froid. Il était vraiment froid, là. Il était mort. Fait que là, c'est qu'est-ce que je fais? Fait que là, tu avais à peine 2-3 heures pour... 3 heures, le stress, la pression au bout, le stress au bout, mais l'important, c'est qu'on a trouvé la façon de faire pour encore plus de faire parler de nous. Tu sais, là, on a réussi, à travers cette épreuve-là, on aurait pu dire, j'aurais pu dire, quand que le monde arrivait à l'espoir, ben allez-vous-en chez vous, Fred est mort. Mais là, on aurait tout fait ça pour rien. Fait que là, il a fallu récupérer cet événement-là, puis d'en faire vraiment une nouvelle qui a fait le tour du monde. C'est ça qui est important. C'est quand tu es capable de prendre quelque chose, même quand c'est négatif, puis faire du positif avec. C'est ça qu'on a réussi de faire. On a été chanceux, là, mais on l'a fait quand même. Fait que ça a fait le tour du monde. Ils ont parlé de la Gaspésie, ils ont parlé de Val-d'Espoir, ils ont parlé de Percé, de la MRC Rocher de Percé. Le monde qui ne connaissait pas la Gaspésie, ben ils ont été voir puis ils ont mis le doigt dessus. Là. C'est là la Gaspésie, c'est ça qui est important. Là. Puis là, on a une autre marmotte, on l'a élevée, puis on recommence. On va devoir accélérer un petit peu. Tu voulais faire une invitation aux gens là, si tu aurais pu avoir du monde pour venir t'aider. Bien, c'est sûr. Écoutez, ce qu'on fait, là, c'est pas juste pour Val-d'Espoir, c'est pas juste pour Percé, c'est vraiment la visibilité de la MRC Rocher de Percé puis de la Gaspésie. Là. Puis, d'année en année, ça fait quand même 16 ans que je le fais. Donc, il y a du monde qui sont plus là, il y a du monde qui ont vieilli. Le bénévole, c'est plus ou moins remplacé. S'il y a des personnes qui ont des connaissances en menuiserie, là, on parle, je ne l'ai pas fait cette semaine parce qu'il faisait trop froid, mais des personnes qui ont des connaissances, des menuisiers, un journalier, pour nous aider pendant 3 heures de temps à installer la scène, à mettre les panneaux, à tout préparer, bien ça serait apprécié. Parce qu'on a besoin de bénévoles. Tout ce qui est restauration, cuisine, c'est fait. À l'extérieur, j'aurais besoin de 5-6 personnes, là, avec mes personnes, pour que ça soit fait le plus vite possible, bien fait, sécuritaire. Puis ça nous permettrait de passer. Puis vous participerez à un événement qui fait connaître votre coin de pays. C'est très important. Avec tout ce que je vous ai dit, là, vous comprenez que l'événement qu'on fait, c'est minime. Là. En termes d'argent, j'ai un budget de 3 500 $. C'est minime. Là. Mais la capacité de visibilité qu'on peut avoir pour notre région, pour ça, c'est vraiment énorme. Fait que si vous avez du temps, la semaine prochaine, appelez-moi. Roberto Blondin, 782-6830. Vous pouvez m'appeler, je vais vous dire ce que j'ai besoin, puis la période que je le fais. C'est peut-être lundi, mardi ou mercredi. Là. On va voir s'il ne fait pas trop froid, là. Mais tout va être là, puis on va être prêt à commencer à travailler. Puis la population, on l'invite à venir sur place à quoi, 6h30, c'est ça? Bien, la production est à 7h15, 7h10. Donc, ça, c'est après tout l'événement. Ça fait que ça commence vers 6h30. Autrement dit, l'événement où ce que les dignitaires viennent, où ce que le monde parle, fait un petit discours, tout ça. Puis après ça, Fred arrive, je prends la parole,
je parle aussi, puis là, on sort Fred, on fait l'événement, puis c'est vu à travers le Canada. Puis les crêpes, ils vont commencer à servir ça à quelle heure? À 6 heures. Le monde peut venir déjeuner avant la prédiction. Oui, vous pouvez venir déjeuner, puis après, ça va être ouvert, vous pouvez déjeuner après. Et il va y avoir des photographies pour les jeunes, on va avoir quelques jeux pour les jeunes. C'est très festif, puis on fait ça pour que la tradition se perpétue, puis c'est très important. Plus qu'il va y avoir du monde, plus que la tradition va se passer par génération en génération, parce que Fred, on peut en avoir plusieurs, Fred, on peut en avoir 10 là, pendant 30 ans de temps. Mais il faut qu'il y ait un renouvellement de bénévoles. Il faut que le monde prenne ça à cœur. C'est un petit événement qui dure 40 minutes, mais qui nous emporte beaucoup, beaucoup, puis qu'on est bien... On est bien positionné parce qu'il n'y a rien que nous qui est capable de le faire au Québec. Roberto Blondin, merci beaucoup pour votre passage dans nos studios. Bien, c'est moi qui vous remercie. Puis, je vous remercie encore plus parce que l'ouvrage que vous faites, c'est vraiment important. Pas juste pour moi, pour la communauté, parce que vous transférez un travail parfait qui nous permet d'aller partout dans les stations de télé à travers le monde. On se revoit le 2 février. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site Web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie. Alors, le mois de janvier est le mois de la sensibilisation au cancer chez les pompiers. Et pour en discuter, je suis en compagnie du directeur du service de sécurité incendie de la ville de Grande-Rivière, Luc Lebreu. Bonjour. Bonjour. Donc, le mois de la sensibilisation, ça a été mis en place au mois de janvier 2024. Donc, c'est la deuxième fois que c'est souligné. Pourquoi est-ce que c'est important cette action-là? Bien, en fin de compte, c'est pour faire comprendre à la population que le métier de pompier comporte des dangers qui sont invisibles, tels que le cancer des contaminants auxquels on est confronté lors des interventions. Oui, avec les années, on a amélioré nos méthodes de combat. On porte maintenant l'appareil respiratoire du début à la fin de l'intervention pour protéger nos voies respiratoires. Mais les contaminants peuvent pénétrer dans le corps humain par d'autres voies, telles que par la peau. Oui, parce que tu me disais tout à l'heure que oui, bon, tu parles de l'appareil respiratoire, fait que inhaler les fumées. À cette heure, normalement, c'est supposé être réduit à son strict minimum. Mais tu me disais tout à l'heure que quand vous pénétrez dans un incendie, c'est 600 degrés, donc les pores de la peau ouvrent, fait que les contaminants peuvent rentrer par là. Effectivement. Donc, on met en place, on sensibilise la population, oui, à l'effet du danger, mais on met en place des procédures, des protocoles pour protéger les pompiers. Donc, après une intervention, lorsqu'on est en contact avec la fumée, sur les lieux d'intervention, aujourd'hui, dans nos protocoles, on procède à un genre de pré-décontamination sur les lieux. Donc, on arrose le pompier avec un petit jet pour enlever les contaminants sur l'habit de pompier et on procède au brossage pour enlever le plus de contaminants possible qui puissent avoir logé sur l'habit de pompier lors de l'intervention. Vous faites de la décontamination sur place, mais vous en faites aussi... il y a une procédure aussi de décontamination qui se fait aussi à la caserne. Oui, au retour de l'intervention, on s'installe dans notre petit secteur qui était prévu à cet effet
donc pour la décontamination. Donc, avant d'entreprendre quoi que ce soit dans la caserne, tout le monde doit passer par ce secteur-là, décontaminer nos équipements, on les enlève au complet, on les nettoie dans ce secteur-là, que ce soit les habits, les équipements qui ont servi lors du combat de l'incendie. Donc, on décontamine au complet pour éviter que le pompier soit en contact avec des contaminants. D'ailleurs, c'est une bonne chose que la Ville ait construit cette nouvelle caserne-là, parce que vous n'aviez pas ça avant, cet espace-là de décontamination dans l'ancienne caserne. Donc là, vous êtes rendu... Oui, parce que s'il y en a qui se rappellent, l'autre bâtiment était beaucoup, beaucoup plus petit. On avait 3 véhicules à l'intérieur de petite caserne, donc on avait de la misère à circuler entre les véhicules. Donc, c'était la proximité. De plus, les habits de combat étaient logés dans les bureaux. Donc, on n'était pas équipés pour décontaminer nos habits. Donc, on respirait ça. Après une intervention, on pouvait respirer ça quelques jours de temps. Tu me donnais tout à l'heure des statistiques là, en pourcentage là, pour les risques de contracter puis pour en décéder aussi. Là, ça, OK. Comparativement à la population générale, le métier de pompier, on a 9 des chances d'avoir le cancer, 9 de plus des chances d'avoir le cancer comparativement à la population et 14 de plus de chances d'en décéder comparativement à la population générale. Ça, c'est selon les statistiques. OK. Puis, en termes de cancer, il y en a qui sont reconnus par le gouvernement. Tu m'as montré tout à l'heure que, juste au Québec, on en a... pas juste, mais plutôt au Québec, il y en a 9 présentement, comparativement à 22 pour la Saskatchewan. Ces cancers-là, pour donner une idée, c'est quoi qui est reconnu comme... je sais pas s'il faut dire maladie professionnelle ou cancer professionnel là, chez les pompiers, qui est reconnu en tout cas ici au Québec. Ouais, dans les 9, la liste et sortir, là, mais comme on a dit, il y en a 9 présentement. En 2025, la CNSST va en reconnaître 6 de plus, donc on va être à 15. Comparativement, si on parle de la province de la Saskatchewan, qui sont à 22, Colombie-Britannique, 19, cancer reconnu. Donc, on est encore loin, mais c'est un début. C'est tout récent, de toute façon, la reconnaissance de ces cancers-là pour les pompiers. Donc, qu'est-ce qu'il n'y avait pas avant? Donc, aujourd'hui, d'emblée, qu'un pompier, s'il y a eu un de ces cancers-là, c'est considéré à cause de son métier de pompier. Les pompiers vont entrer en contact avec ces agents cancérigènes-là ou contaminants, plutôt ces contaminants-là, ils vont entrer en contact quand ils vont dans les incendies. Est-ce qu'il y a un risque aussi, dans le fond, est-ce que c'est juste les pompiers qui rentrent dans un lieu d'incendie qui doivent être décontaminés ou ceux qui sont autour aussi doivent l'être, doivent passer à des... à décontamination? Ouais. Y a-tu autant... dans le fond, est-ce qu'il y a des risques quand même pour ceux qui sont à l'extérieur? Non, ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas été en contact avec la fumée, on va faire peut-être une petite décontamination, mais c'est surtout privilégier ceux qui ont été en contact avec la fumée, qui ont été en contact. Un contact direct à l'intérieur. Oui, à l'intérieur. Mais il faut rajouter aussi que nos habits de combat aussi sont des éléments à risque pour le pompier. Comment ça? Ils contiennent des PFAS. Donc, mais depuis une dizaine d'années, dans la fabrication des habits de combat, on tend à diminuer la présence des PFAS. S'il y en a qui se rappellent l'émission Enquête, là, qu'il y a eu à Radio-Canada à l'automne dernier, donc ils en parlaient beaucoup. Là, présentement, nos habits de combat, c'est la membrane intérieure qui contient des PFAS, qui est un élément cancérigène. Mais là, on a tend à les éliminer dans la nouvelle fabrication des habits de combat. Donc, c'est un autre élément. C'est pour ça qu'on évite de les porter en tout temps, l'habit de combat. Là, on veut dire, dans certaines interventions, on ne porte pas l'habit de combat. On va
porter d'autres vêtements. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention aussi. OK, parce que cet habit de combat-là, dans le fond, c'est quoi? C'est que vous en avez qui... Cet habit de combat-là est fait pour les incendies, puis vous en avez d'autres qui sont faits pour résister à des températures plus basses ou... qui sont pas nécessaires pour les feux de forêt, les feux d'herbe, tout. On ne portera pas le bunker. Qu'est-ce qu'on appelle? On va porter un vêtement, une combinaison ignifuge pour ces incendies-là. Donc les PFAS, c'est une sorte de plastique. C'est dans les vies. On a ça dans notre quotidien. On côtoie ça. Quand on dit des poêles anti-adhésives, ils contiennent des PFAS. Quand on achète des vêtements comment dire ça, sont imperméables, qui contiennent du Gore-Tex, quelque chose, ils contiennent du PFAS. Il faut juste faire attention. Nous, on a à entrer dans des bâtiments où il fait très chaud. Donc, qui apporte la dégradation du... On peut dire oui. OK. Exactement. Parce qu'on a chaud, on est humide, les pores de la peau ouvrent, donc contact. C'est comment que vous sensibilisez vos pompiers pour... vos équipes à l'importance des mesures préventives que vous mettez en place, la décontamination, tout ça. C'est comment vous les préparez? Déjà, pour les nouveaux pompiers, puis l'École nationale des pompiers du Québec a, dans son programme Pompier 1, un volet qu'on parle juste de décontamination. Donc, c'est une bonne chose. Donc, c'est des manières de faire pour les pompiers, à cette heure, que ça devient un automatisme de se décontaminer. Après une intervention, donc ça fait partie du travail du pompier, c'est de l'importance de le faire et de comprendre qu'en faisant ça, il se libère des toxines qui pourraient respirer ou qui pourraient pénétrer dans la peau. Donc, il se donne des outils. Donc, ça fait partie de la formation. Ça fait partie de la formation, puis nous autres, au niveau local, on a nos procédures, nos directives qui obligent les pompiers de le faire pour s'aider, pour éviter d'avoir le cancer. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aura pas, mais on se donne des outils pour... Parce que, oui, ceux qui suivent la formation, c'est les pompiers à temps plein. Il y a les pompiers... temps plein, c'est peut-être mal dit, là, mal formulé, là, parce qu'il y a les pompiers volontaires qui, eux autres, ils ont leur emploi, puis s'ils sont appelés, ils vont y aller, là. Eux autres, ils suivent pas la formation que vous venez de me parler là, j'imagine. Même les pompiers volontaires vont suivre la formation. Ça fait partie de la formation initiale des pompiers. Ah, OK. Ça fait partie. Puis un autre volet, même si on parle de la nouvelle caserne, oui, en décontamination, mais aujourd'hui, on a des savons spéciaux pour les pompiers qui ont été contaminés, de prendre leur douche immédiatement après l'intervention, donc dans nos nouveaux locaux. On a des douches toutes, donc ils prennent leur douche pour enlever les contaminants qui peuvent s'être logés sur eux. Donc, on a mis beaucoup d'outils, puis on met beaucoup d'emphase sur la décontamination. Aujourd'hui, nos habits de pompiers, on les garde propres. Comparativement, là, quand j'ai commencé le métier, plus qu'il était noir, plus que il passait pour un héros, mais dans ce temps-là, on se contaminait. Les appareils respiratoires, on ne les portait pas d'emblée. Aujourd'hui, on les porte. Quand j'ai commencé ici à Grande-Rivière, on avait 4 appareils respiratoires dans le service. Aujourd'hui, on en a 14. Donc, pour beaucoup plus de cylindres, pour permettre aux pompiers, lors d'intervention, de s'assurer d'avoir toujours un appareil respiratoire avec des cylindres en quantité suffisante pour pouvoir combattre l'incendie sécuritairement. OK. Donc, pour ce qui est de la formation, je pensais que les pompiers volontaires avaient une autre sorte de formation. Vous dites que c'est vraiment... Dans le fond, tout le monde passe par la même... à différents niveaux. Ouais. Okay. Ben, pour la formation, on est la seule province, si je me rappelle, que la formation est obligatoire à faire. Donc, ici, au Québec, on est obligé de former nos pompiers. On ne peut pas prendre quelqu'un sur le bord du chemin et dire « t'es pompier du jour au lendemain ». Ils doivent suivre la formation. Donc, cette personne-là devient outillée et tout le monde travaille dans le même sens, parle le même langage. Donc,
avec les années, j'ai vu une très grosse amélioration par rapport à ça. Est-ce qu'il y a... il y a des risques de cancer. Est-ce que c'est quelque chose que Grande-Rivière ou par ici dans Rocher-Percé, on a vu des personnes, vu que le risque est toujours là, est-ce qu'on en a eu ici ou bien... Il y en a peut-être eu, mais ils n'ont pas été répertoriés. Okay. Ceux qui sont décédés du cancer, probablement que c'était peut-être à cause de leur métier antérieur, pompier, mais je peux pas te garantir là, de mémoire, là, mais ça n'a pas été répertorié. OK. Est-ce qu'on a du soutien par ici pour les pompiers qui pourraient recevoir un diagnostic de ça? Y a-t-il quelque chose qui est mis en place pour les soutenir ici? Bien là, comme c'est là, veut dire, vu qu'on n'a pas eu de cas de cancer, je parle pour la caserne ici, là, comme c'est là, si on a quelque chose en place, non. Mais on serait prêt à les soutenir, à les accompagner là-dedans, ça c'est sûr et certain. Pour la suite, puis la CNESST, donc, étant donné que si c'est un cancer reconnu, ne met pas d'obstacle à l'obtention de, de leur... de l'aide pour de l'aide, oui, effectivement. Donc, ça se fait d'emblée. Surtout avec la reconnaissance des cancers par le gouvernement, ben là, c'est plus facile aussi. Beaucoup plus facile, parce que il y a des histoires assez rocambolesques, que des pompiers, quand les cancers n'étaient pas reconnus, il a fallu qu'ils se débattent des années, puis étant donné que tu as un cancer, des fois, tu n'as pas de goût vraiment de te débattre là-dedans. Mais c'est suite à ces gens-là que les cancers ont été reconnus, puis d'aujourd'hui, donc ça facilite la chose pour les prochains qui pourraient l'avoir, qu'on ne souhaite pas qu'il y ait. C'est la deuxième année qu'on fait ça. La reconnaissance de ces cancers-là, là, il y en a 9. Est-ce que c'est récent, quand même, cette reconnaissance-là par les gouvernements? Tu sais, vous dites... Oui, c'est pas vieux. Je pourrais pas vous dire la date exacte. Peut-être, je vous dirais 5 ans. C'est peut-être ça maximum, là. Ouais, c'est très récent. C'est très récent. Il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus. Donc, ça avance. Donc, beaucoup d'organismes qui s'impliquent. Là, je me suis inscrit à une recherche qui se fait par des spécialistes à Ottawa. Donc, on va suivre la recherche. Je fais partie du groupe. Ça paraît que la santé est du domaine provincial, avec les écarts qu'on peut voir de reconnaissance entre chaque province. Là. Oui, mais c'est fait comme ça. Chaque province est maître dans sa province. Oui. Étant donné que c'est le mois de la sensibilisation, le public, lui, comment elle peut soutenir les pompiers pendant ce mois-là? On va juste un élément. Là. Oui, on parle des habits de combat, mais ces habits de combat-là, quand on revient des interventions, il faut les laver. Et les équipements pour les laver, ça va demander des petits montants. Une laveuse, juste pour laver les habits de combat, là, peut coûter entre 15 et 20 000. OK? Donc, à chaque intervention, au lieu de prendre... Parce qu'on le faisait, là, on prenait nos habits, on mettait dans une boîte, on les envoyait à un centre de décontamination à l'extérieur. Donc, il y avait des coûts de transport, des coûts de lavage. Donc, là, on est en train de s'équiper, d'avoir la laveuse sur place, donc pour permettre à nos pompiers de laver leurs habits régulièrement. On ne peut pas laver ça dans une laveuse ordinaire, dans une résidence à la maison. Il faut faire ça dans une laveuse spéciale conçue expressément pour laver les habits de combat. On parle entre 15 et 20 000. OK. Ça, c'est... vous l'avez, celle-là? Oui, on l'a présentement. OK. Donc, puis chaque caserne, dans le coin, il y a plusieurs casernes qui l'avaient déjà avant nous. Là. Donc, on est beaucoup sensibilisés dans le coin à cet effet là, des dangers du cancer, de santé et sécurité. Donc, on met des protocoles en place. Donc, ouais. Donc, pour la population, ben, ce serait
de vous dire merci, parce que, dans le fond, quand on dit que les pompiers risquent leur vie, c'est pas juste un risque à cause de quelque chose qui peut vous tomber dessus. Non, c'est ça. C'est parce que lors d'un incendie, on demande aux gens de sortir, puis nous, on rentre. Donc, on fait l'inverse. Mais on est là pour essayer de sauver des vies. Vous avez parlé que vous avez votre coin pour la décontamination. Vous avez aussi votre laveuse à cette heure pour décontaminer les habits. Est-ce que il y a des choses qui seraient à... Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent pour améliorer encore plus genre, je sais pas moi, la santé et sécurité. Moi, c'est ça. Ou bien, je pense qu'on est... on est correct. Il faut y aller aussi avec la capacité de payer des gens. Là. Donc, on y va progressivement selon nos besoins. Donc, on s'est fait un petit lieu de décontamination. Ça répond présentement à nos besoins. Qu'est-ce qu'il y aurait peut-être, c'est au niveau de la recherche, c'est que les prochains habits de combat ne contiennent pas de PFAS. Mais pour Grande-Rivière, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait... On a éventuellement... Parce que vous dites, bon, il faut respecter la capacité de payer des contribuables. Mais est-ce qu'il y a quelque chose... la Ville pourrait en mettre un peu. Y a-t-il quelque chose que... Là, ça prendrait ça aussi à la caserne pour assurer notre sécurité et tout ça. De plus. Bien, présentement, ça répond à nos besoins. Okay. Qu'est-ce qu'on avait avec la construction de la nouvelle caserne? Déjà, c'est un gros morceau, donc installation des douches à proximité, donc les gens peuvent aller prendre leur douche immédiatement après l'incendie, de ne pas emmener les contaminants à la maison, donc tout se fait à la caserne. Donc, je pense qu'on est très bien équipé de ce côté-là présentement. Je pense qu'on a fait le tour. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter? Bien, il y a toujours question du recrutement, donc on est toujours ouvert, on a toujours de la place, on forme nos pompiers sur place. Donc, c'est nous qu'on a des instructeurs à l'intérieur de la caserne. Donc, ça nous sont toujours intéressés. Donc, ils peuvent venir voir. Si ça ne répond pas à leurs attentes, c'est correct. Mais ils peuvent venir prendre des informations à l'intérieur, soit à la caserne, venir chercher le formulaire d'engagement. Là, ça ne les engage à rien, mais ils regardent ça. Après ça, on les rencontre, on leur explique c'est quoi. Puis après ça, ils prendront leur décision. Donc, si on veut protéger la population, ça prend du monde, parce qu'il faut s'assurer de la relève. Parce que il y a certains pompiers qui sont à veille de quitter. Il ne faut pas se le cacher. On n'est pas là éternel. On en a combien de pompiers en ce moment à Grande-Rivière? Présentement, on a une brigade de 21. 21, mais il faut comprendre qu'il y en a qui travaillent à l'extérieur de la région, donc ils ne sont pas disponibles. Il y en a qui, en raison de leur travail, ne peuvent pas se libérer le jour. On en a combien des pompiers volontaires? Comme je l'ai dit, on a 21. Ah, fait que c'est 21 pompiers volontaires? 21 pompiers volontaires, mais ça ne veut pas dire, lorsqu'on l'a, je l'appelle, que les 21 répondent. Non, c'est sûr. C'est sûr. Il y en a qui sont à l'extérieur. Des fois, leur travail les apporte à aller en dehors du secteur. Il y en a qui sont en vacances. Ils quittent le pays, ils vont dans le sud. Donc, quand à peu près 10, 12 qui peuvent répondre, des fois, mais c'est le jour qu'on a une problématique. Là. Est-ce qu'on en a ici à Grande-Rivière? Parce que je parlais de temps plein tout à l'heure. Est-ce qu'on en a ici à Grande-Rivière des pompiers qui sont à la caserne en tout temps? Non, j'ai seulement quoi. OK. Donc, ici à Grande-Rivière, on fonctionne... Dans le fond, ça doit toute la région ici est comme ça. OK. Toute la région, là. Il y a juste les grands centres comme Montréal, Québec qui peuvent se permettre d'avoir des pompiers temps plein. Matane, ils ont des pompiers en caserne, je pense. OK. C'est ça. Donc, faut y aller avec la capacité de payer, ça coûte cher des pompiers. Fait qu'on le voit, l'important, parce que tu dis on a un recrutement, et on voit l'importance d'avoir un grand... en tout cas, d'en avoir plusieurs aussi. Idéalement, une brigade de 24 là, devrait satisfaire, là, contre les besoins. Parce que c'est beau les engager, il faut les habiller, il faut les former. Donc, ça a un coût. Combien de temps, cette formation-là? On parle de 260 heures, mais là-dedans, c'est une partie théorique, une partie pratique. Donc, généralement, à l'intérieur de 18 mois, on forme le pompier au complet, alors que le règlement donne 48 mois pour le former.
Ici, à l'intérieur de 18 mois, toutes les formations sont données. OK. Donc, puis on parlait, juste pour avoir d'oublier, les habits de combat, ça a une durée de vie de 10 ans. Porté ou pas porté, usé, pas usé, c'est 10 ans. La CNESST nous oblige de mettre les habits de combat en dehors du service, puis racheter des neufs. Un habit de combat coûte 2500 $. Présentement, quand j'ai commencé, c'était à 1200. Donc, tout augmente. eh bien, Merci de l'invitation. Donc, ça m'a fait plaisir. Merci à vous. On aura d'autres sujets dans le futur. Donc, merci. Merci beaucoup de votre passage. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Le Centre de pédiatrie sociale de la Côte de Gaspé, l'équipage, a récolté 40 800 $ lors de sa 6e guignolée, surpassant de 15 000 $ le montant de 2023. Cette hausse s'explique par une participation accrue des entreprises, qui ont contribué à la hauteur de 24 500 $. Grâce à ces fonds, les 2 centres de l'équipage, à Rivière-au-Renard et à Gaspé, peuvent offrir des activités sportives et culturelles, ainsi qu'un accès à des services essentiels pour la santé, des 120 enfants suivis. Depuis 2019, l'organisme a soutenu plus de 230 enfants en situation de vulnérabilité. Le Québec renforce son soutien à la Californie en envoyant 2 avions citernes supplémentaires, des CL-415, pour lutter contre les incendies dévastateurs qui touchent la région de Los Angeles. Ces appareils s'ajoutent aux 2 déjà sur place depuis août, dans le cadre d'une entente de plus de 30 ans entre le Québec et le comté de Los Angeles. Cette collaboration, sous la responsabilité de la Direction générale du service aérien gouvernemental, de Transport Québec, reflète l'engagement mutuel des 2 régions pour la protection des communautés, des infrastructures et des forêts, contre les feux de végétation. En Gaspésie et aux îles de la Madeleine, 300 éducatrices en CPE affiliées à la CSN seront en grève le 23 janvier pour dénoncer l'absence d'offres salariales de la partie patronale. 10 établissements seront touchés. Le syndicat critique l'attitude du gouvernement, jugée inéquitable, puisqu'une entente a été conclue avec les éducatrices affiliées à la CSQ, sans qu'aucune proposition ne soit faite à la CSN. Détenant une banque de 5 jours de grève, les éducatrices organiseront un rassemblement régional pour maintenir la pression et défendre leurs revendications salariales et professionnelles. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, accuse Pascan d'avoir augmenté ses tarifs en prévision de la mise en vigueur du programme d'accès aérien aux régions, PAAR 2.0, prévu pour le 3 février. Il affirme que, contrairement à PAL Airlines, dont les billets reviennent à environ 500 $ aller-retour, après subvention, ceux de Pascan atteignent 600 à 700 $. Québec a été alerté et prévoit des vérifications. De son côté, Yanni Gagnon, copropriétaire de Pascan, nie ces accusations et souhaite discuter avec le maire avant de réagir publiquement. Malgré cette controverse, l'élu juge le programme bénéfique pour la région. Face au manque de neige croissant, la traversée de la Gaspésie, TDLG, réfléchit à l'avenir de son événement hivernal. Claudine Roy, présidente du conseil d'administration,
souligne que les conditions climatiques rendent l'organisation de cette traversée de plus en plus difficile, alors qu'il y a 15 ans, la baie de Gaspé était encore gelée. Après l'annulation de l'édition 2024 en raison de l'absence de neige et de coûts en hausse, l'organisation envisage des alternatives, dont la TDLG à bottines, pour préserver l'esprit de l'événement. L'année 2025 sera décisive pour définir une nouvelle formule ou réorienter le projet. Développement économique Canada investit 7,5 millions de dollars pour soutenir la transition verte des entreprises québécoises via le Fonds d'action québécois pour le développement durable, FAQDD. Grâce à ce financement, plus de 200 entreprises bénéficieront d'un accompagnement dans la mise en œuvre de leur plan d'action en développement durable. La ministre Soraya Martinez-Ferrada souligne que les PME doivent être appuyées pour répondre aux nouvelles exigences environnementales des consommateurs et des organismes subventionnaires. Sur le territoire gaspésien, 14 entreprises participent à cette initiative, qui vise à intégrer des pratiques éco-responsables et améliorer l'efficacité énergétique des entreprises québécoises. Toutes les pales d'éoliennes fabriquées à Gaspé et installées dans le parc éolien en mer, Vineyard Wind, sur la côte atlantique des États-Unis, devront être retirées en 2025, après un incident survenu en juillet 2024. Une enquête américaine a révélé un défaut de fabrication lié à un manque de colle, entraînant une suspension temporaire du projet. Bien que cette suspension ait été levée, les autorités interdisent désormais l'installation de nouvelles pales provenant de Gaspé, transférant la production à Cherbourg, en France. Ce revers s'ajoute aux inquiétudes de l'industrie canadienne, face à une possible augmentation des tarifs douaniers, sous une présidence Trump. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par des soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.